à tous et bon réveil, c'est le morning sur i24 News. Merci d'être avec nous. Ce vendredi matin, on commence cette édition par les grands titres à la une de la presse israélienne. Avec vous, Yael Bernstein, bonjour. Bonjour Barbara. Merci d'être là et on commence par le voyage de Binyamin Netanyahou aux États-Unis. Il s'envole dimanche. Oui, c'est ça. Dans le cadre des négociations avec les Palestiniens, le Premier ministre israélien s'entretiendra avec Barack Obama lundi à Washington. Puis il partira pour la Californie où il rencontrera entre autres le fondateur de l'application WhatsApp, Yann Koum, à Los Angeles. Je vous invite tout de suite à découvrir cette caricature on ne peut plus explicative de Maariv. Le quotidien centriste, on y voit Abou Mazen et Netanyahou qui se rejettent la faute mutuellement devant Barack Obama qui tient une horloge, l'air de dire le temps qui vous était imparti est terminé. Et évidemment John Kerry derrière lui qui a fait intervenir son président parce qu'il ne pouvait plus gérer le fameux duo. Et toujours sur le même thème, l'article de Yediot Aharonot, le quotidien Un Grand Tirage, décrit le programme des entretiens du Premier ministre. Donc jusque-là, rien de particulier, me direz-vous. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi, de nouveau, Netanyahou a-t-il besoin de partir avec une délégation de 30 personnes, sans compter les gardes du corps qui, eux, sont réellement indispensables? Non, on parle d'un séjour de 6 jours uniquement et d'une liste exhaustive de personnes, dont 4 porte-paroles différents et même une assistante personnelle pour Sarah Netanyahou. Je vous rappelle, Barbara, que tout ceci vient s'ajouter aux récentes critiques constantes de ces dernières années selon lesquelles le couple Netanyahou dépense trop l'argent du contribuable. Voilà, et on passe d'un Premier ministre à un ancien Premier ministre israélien. Il s'agit d'Ehud Olmert qui est de nouveau sur la sellette dans une affaire de corruption. Son ancienne chef de cabinet menace de le faire jeter en prison, rien de moins. Absolument. Shula Zaken, son ancienne chef de cabinet, menace aujourd'hui, on fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Selon elle, sa nouvelle version serait sur le point de pulvériser Ehud Olmert, qui, je vous le rappelle, avait été acquitté. C'est cela précisément qui est repris dans Maariv. Je vous cite le titre de la couverture. « Si je parle, Ehud Olmert ira en prison ». Alors, est-ce que sa version sera cette fois crédible? Shula Zaken avait déjà plusieurs fois changé de version et c'était du coup discrédité, Barbara. Voilà, direction Jérusalem à présent, où une manifestation ultra-orthodoxe massive, gigantesque, est prévue dimanche. Ils viendront manifester contre leur prochain enrôlement dans l'armée israélienne. Oui, c'est ça, Barbara. Je vous propose de commencer avec l'article d'Israël Hayom, le quotidien gratuit proche du pouvoir, qui annonce cette manifestation. Plus d'1 million de personnes se réuniront dimanche pour prier et surtout pour exprimer leur vif sentiment de protestation quant à la loi qui prévoit d'engager les ultra-orthodoxes à l'armée. Le quotidien précise que 16 rabbins du courant sioniste nationaliste se joindront à cette protestation, ce qui est malgré tout assez surprenant car leurs disciples à eux font un programme militaire parallèlement à leurs études toraniques. Inutile de dire que la ville sera entièrement bloquée, la route numéro 1 menant à la capitale sera fermée elle aussi. Et regardez cette photo du site Énergie, la version online du quotidien Maariv. Je vais vous lire ce qui est écrit sur cette pancarte. Je cite « Nous supplions les chefs du gouvernement, si vous nous y obligez, nous partirons aux États-Unis. Là-bas, on laisse les gens étudier la Torah tranquillement. » Et Yediot Aharonot précise même cette fois que les femmes ont été invitées à manifester. C'est assez étonnant car jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas, bien au contraire. Et ils amèneront aussi leurs enfants à partir de l'âge de 9 ans. Quant au site du quotidien de gauche, à Haaretz, il propose un article qui soulève un point assez intéressant. Vous savez qu'il existe depuis plus d'une dizaine d'années une unité de combattants ultra-orthodoxes qui sont évidemment en nombre assez restreint, mais qui existent quand même. Et figurez-vous qu'à cause de cela, certains membres de leur famille coupent contact avec eux. C'est donc ce que reprend à Haaretz. Un soldat sur 7 se retrouve isolé par sa famille, Barbara. La manifestation géante prévue dimanche qu'on suivra évidemment sur notre antenne. Et de Jérusalem assiégée, on passe à Tel Aviv assiégée. C'est aujourd'hui, c'est le marathon. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, on ne peut pas plus en même temps. Plus de 40 000 personnes courageuses sont en train de courir à l'heure à laquelle nous parlons dans les rues de Tel Aviv, paralysant la ville jusqu'à au moins 13 heures. Beaucoup des gens de la rédaction ont d'ailleurs prévu de rentrer à pied ou en vélo chez eux. Bon courage aux coureurs et bon courage à nous les automobilistes qui avaient prévu de circuler dans la ville cet après-midi à l'heure de l'ouverture des grands axes. Voilà, qui est dit. Merci beaucoup, Yael Bernstein. Merci, Barbara. Vous êtes sur i24 News, c'est le morning, nous sommes le vendredi 28 février. Voici les grands titres de l'actualité. Une délégation de 30 personnes, dont 4 conseillers personnels, une conseillère pour son épouse, une dizaine de rencontres prévues, dont une avec le président Obama et un discours devant le lobby juif américain AIPAC. C'est donc à partir de dimanche que Binyamin Netanyahou s'envolera vers les États-Unis pour un voyage officiel, on l'a dit, de 6 jours.
La police israélienne est en alerte ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem. L'accès des fidèles musulmans va être limité, craignant de nouveaux débordements à la sortie des prières du vendredi. Cette décision intervient après les affrontements de mardi entre policiers israéliens et manifestants palestiniens dans le cadre d'un débat controversé à la Knesset sur la souveraineté de ce site sacré pour l'islam et le judaïsme. Enfin, la crise ukrainienne semble loin d'être terminée. Les violences se sont déplacées en Crimée. Des hommes armés ont pénétré cette nuit dans l'aéroport de Simferopol, quelques heures après qu'un commando pro-russe ait pris possession du Parlement local. A noter que le président déchu, Viktor Yanukovych, doit s'exprimer dans la journée depuis la Russie qui lui a accordé sa protection. On en vient au premier dossier de cette édition. En Ouganda, la loi durcit désormais la répression de l'homosexualité et rend obligatoire la dénonciation. L'Arizona a frôlé, elle, une loi discriminatoire qui permet aux commerçants de refuser de servir les gays. Alors la question des droits homosexuels est le débat politique le plus agité du moment. Bonjour Michel Taubman, rédacteur en chef i24 News. Pourquoi ce débat se réveille aujourd'hui, maintenant ? Alors écoutez, il y a un débat évidemment sur cette question de l'homosexualité, je dirais un débat qui fait rage, à la fois dans les pays occidentaux, notamment autour de la question de l'institutionnalisation de l'homosexualité et donc de la question du mariage gay et donc de la question de l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Et puis, il y a un autre débat entre les pays occidentaux et les pays, je dirais, du tiers-monde, pas seulement les pays musulmans, mais notamment l'Afrique, aussi les pays musulmans, sur la question même de la tolérance de l'homosexualité. On n'est pas du tout sur le même clivage. C'est-à-dire, d'un côté, c'est la question de l'institutionnalisation, et puis de l'autre côté, c'est la question de la tolérance, c'est-à-dire le droit même à l'existence des couples homosexuels et de l'homosexualité. Alors parlons de l'Occident. Pour commencer, cette institutionnalisation a provoqué des réactions violentes. On l'a vu même en France dernièrement avec ce phénomène du mariage pour tous. Pourquoi ces réactions extrêmement violentes ? Les sociétés ne sont pas prêtes ? Alors écoutez, il faut demander aux gens qui ont ces réactions. Pourquoi ces réactions ? Je pense que c'est très, très compliqué à expliquer. D'abord, cela touche à des questions tout à fait intimes, puisque là, par exemple, dans les sociétés européennes, dans plusieurs États américains, on a autorisé le mariage gay. Donc c'est quelque chose qui était inimaginable il y a 10 ou 20 ans. Je rappelle qu'en France, jusqu'en 1981, l'homosexualité était interdite, était réprimée. Je rappelle qu'il y a 100 ans, le grand écrivain britannique Oscar Wilde est allé en prison parce qu'il était homosexuel. Donc il y a eu un progrès énorme dans la tolérance. Ce progrès est allé très loin puisqu'on est passé de la tolérance, de l'autorisation de pratiques privées, de pratiques homosexuelles privées, à maintenant la revendication d'une reconnaissance sociale, d'une reconnaissance et de l'égalité des couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels. C'est une révolution incroyable et il est normal que cela provoque des réactions, puisque... alors après, ce sont des réactions qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être religieuses, et puis qui souvent sont des réactions, je dirais, psychologiques très profondes, parce que ça touche à l'identité même de l'individu, du couple, de la famille. Donc que ce débat provoque des réactions, c'est assez logique et c'est assez normal. Et c'est tout de même une avancée légitime, nécessaire, ce mariage gay autorisé pour la communauté LGBT ? Alors attendez, moi je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je suis là pour essayer d'expliquer les choses. Le fait, et on voit aussi maintenant là, le fossé qui sépare non seulement les pays occidentaux, les opinions publiques au sein des pays démocratiques, des pays occidentaux. On voit aux États-Unis, par exemple en Arizona, on a tenté d'imposer une loi qui réprime l'homosexualité elle-même, puisque cette loi, qui avait été votée par le Parlement local, visait à autoriser, au nom de la liberté religieuse, autoriser les commerçants à refuser de servir des homosexuels. Donc, là, on est sur quelque chose qui est extrêmement... qui touche aux droits de l'homme, qui touche à la liberté de conscience. Il y a deux libertés qui s'entrechoquent, la liberté religieuse, la liberté de conscience et le droit à disposer de son corps. Finalement, la gouverneure
de l'État d'Arizona, qui est pourtant conservatrice, a décidé d'abroger cette loi. Hein. Donc là, on voit quand même la limite qui est atteinte aux États-Unis, où il y a des réactions très très vives, notamment de la droite religieuse protestante américaine, qui, comme toutes les droites religieuses, est extrêmement stricte sur ces questions-là. Que ce soit les juifs orthodoxes, que ce soit les musulmans, les religieux orthodoxes sont extrêmement stricts sur ces questions-là. Ils ne veulent pas remettre en cause le modèle hétérosexuel. Donc là, on a des réactions très vives, mais on voit aussi quand même que les États-Unis ont atteint un certain niveau de tolérance et qu'une loi comme celle-là ne peut pas passer. Ce n'est pas le cas de l'Ouganda, où une loi anti-gay extrêmement sévère a été adoptée par le Parlement cette semaine. Un magazine, même dans le pays, a publié la liste des 200 homosexuels du pays. Ça ressemble à une vraie chasse aux sorcières. Oui, alors vous avez vu que même John Kerry a comparé ça, il a comparé ce qui se passe en Ouganda et dans d'autres pays d'Afrique aux lois nazies dans les années 30 contre les Juifs et à l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 60, 70. C'est une comparaison justifiée ? C'est une comparaison qui n'est pas totalement absurde. Alors après, ça peut choquer des gens qui vont dire « Mais attendez, en Ouganda, on n'extermine pas les homosexuels. » Mais dans l'Allemagne nazie de 1930, on n'exterminait pas les homosexuels. C'est-à-dire les lois qui ont été mises en place dans l'Allemagne nazie de 1930 n'étaient pas des lois exterminatrices, mais des lois discriminatoires. Rien ne nous permet de penser que les lois aujourd'hui en Ouganda aboutiront à une extermination des homosexuels, mais rien ne permet de penser le contraire. Il y a eu le génocide du Rwanda il y a une vingtaine d'années. Donc on ne sait pas sur quoi ces phénomènes d'intolérance peuvent déboucher concrètement. Mais c'est vrai que là, on a atteint quelque chose qui est évidemment très grave du point de vue des droits de l'homme, puisque toute personne qui connaîtrait un homosexuel serait obligée de dénoncer. Cette liste des 200 personnes diffusées dans un journal qui sont juste dénoncées parce qu'elles sont homosexuelles, là, on est devant une atteinte aux droits de l'homme. Et je pense qu'il ne faut pas du tout confondre deux choses. Le débat sur le mariage homosexuel, le débat sur l'adoption, qui est un débat légitime, où il est légitime d'être pour et d'être contre. Et puis, la question des droits de l'homme, qui est le droit pour chacun de disposer de son corps et d'avoir la vie qu'il veut ou qu'elle veut. Et donc le droit pour les homosexuels de vivre en paix, à partir du moment où ils ont des relations entre adultes consentants, c'est une chose qui devrait finalement être le bien commun de l'humanité. Mais je pense qu'on est devant deux débats très différents qu'il ne faut pas confondre. Alors pour ce débat, en Occident en tout cas, est-ce qu'on peut dire que le clivage gauche-droite, en Europe notamment, n'est plus économique, mais qu'il se joue aujourd'hui autour de ces questions sur l'intime, sur les droits de l'homme ? On a vu ces dernières années, même ces derniers mois, on a vu un débat fracassant en France autour de la question du mariage gay. On voit un débat fracassant en Espagne sur la question du droit à l'avortement qui est remise en cause par le gouvernement espagnol. Et on voit que ces questions qui touchent à l'intime, qui touchent à la sexualité, qui touchent à la famille, deviennent des questions, des points de clivage essentiels entre la gauche et la droite en Europe, au détriment des questions économiques. Et là, il y a à la fois une manœuvre politique du gouvernement de droite en Espagne, du gouvernement de gauche en France, qui sont devant des impasses économiques, grande difficulté à résorber le chômage dans les différents pays européens. Et donc, il y a évidemment une manœuvre politique. C'est pour détourner l'attention, tout simplement ? Alors, à la fois, tactiquement, c'est pour détourner l'attention. En même temps, il y a des vrais problèmes. C'est-à-dire que ce sont des vraies revendications. Le droit à l'avortement des femmes, c'est une chose qui semblait acquise en Europe et qui est remise en cause brusquement pour des raisons à la fois politiques et pour des raisons aussi d'affirmation identitaire d'une partie de la population catholique, conservatrice, qui se sent perdue dans un monde qui a profondément évolué depuis 30 ans. En France, c'est vrai que le gouvernement français aurait pu faire passer l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels, peut-être de manière plus discrète, sans provoquer un grand débat national. Il y a eu effectivement une volonté de provoquer des réactions, des manifestations et d'en faire la question centrale du mandat de François Hollande. Alors après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui en Europe un vide sur les questions économiques. On ne débat plus de l'économie. Vous avez vu que François Hollande a proposé un pacte de responsabilité avec les entreprises. La droite française s'est divisée, approuvant, désapprouvant, etc. Mais on en est resté à la superficie des choses. On ne voit pas, à droite ou à gauche, de programme de sortie de crise. On ne voit pas de débat sur les grandes questions économiques. Et la question économique et sociale, qui était la question centrale de clivage entre la droite et la gauche pendant plus d'un siècle, est aujourd'hui reléguée au second rang au profit de questions sociétales. Quelque part, c'est moins le cas aux États-Unis, où
on a à la fois les questions sociétales qui sont importantes, homosexualité, peine de mort, etc., sont des questions éthiques importantes. Et puis on a la question économique qui est toujours un clivage important entre la droite et la gauche, entre les démocrates et les républicains. À quel point, Michel Thoman, la religion influence ces débats sur le droit des homosexuels? On le rappelle, en Ouganda, ce sont des chrétiens évangéliques au pouvoir qui ont fait passer cette loi. Pour l'Arizona, ce sont également, entre autres, le courant évangélique. Dans les pays musulmans, on a dit que c'est l'islam qui est derrière ces lois anti-gays. C'est un fait religieux? Alors écoutez, c'est vrai que les gens qui sont, je dirais, très structurés sur un plan religieux et qui représentent une partie importante de l'humanité, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, ont une conception de la famille, une conception du couple dans laquelle, évidemment, il n'y a pas de place pour l'homosexualité. Il n'y a pas de place pour l'adultère, il n'y a pas de place pour l'homosexualité. Et puis, dans la société moderne, la vie est plus complexe que ça. La vie est plus compliquée que cela. Alors, c'est vrai qu'on a, dans les sociétés, alors je pense qu'il faut toujours différencier quand même ce qui se passe dans la société africaine, dans la société musulmane, et ce qui se passe à l'intérieur de sociétés européennes ou américaines, où le débat est un débat interne à ces sociétés. Alors que là, dans ces sociétés africaines ou musulmanes, c'est quelque part une manière d'affirmer une identité contre l'Occident, d'affirmer un refus de l'occidentalisation des mœurs. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que la religion pèse d'un grand poids dans ces affaires-là. C'est un vrai débat. On a eu le plaisir de vous accueillir pour en parler, Michel Thoman, ce matin. Merci beaucoup. Yael, à suivre. Dans le Morning, au Proche-Orient, les Palestiniens rejettent plusieurs propositions américaines qui pourraient bien figurer dans l'accord-cadre. Netanyahou, qui se rend à Washington, traîne les pieds lui aussi. On fait le point après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Kichka. Bonjour Michel. Bonjour Barbara. Alors on va passer en revue l'actualité de la semaine par vos dessins de presse dans un instant. Mais avant cela, on va parler négociations de paix avec vous. Ali Waked, bonjour. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions du monde arabe. Alors l'accord cadre, le fameux plan de paix Kerry, va être bientôt présenté aux deux parties. Les Américains relèvent la pression. Plusieurs propositions, cependant, auraient été rejetées ces derniers jours par les Palestiniens. Tout d'abord, le calendrier. Washington souhaite prolonger la date butoir de fin avril. Et Saeb Erekat dit non. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens attendent des garanties qui disent que la fin de l'année est la date limite pour arriver à un accord de paix. Les Palestiniens pensent que les Israéliens sont en train de jouer ce qu'ils disent gérer le conflit et les négociations et pas trancher les grandes questions du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Les Palestiniens ont l'impression que les Israéliens essayent de gagner du temps ou d'en faire perdre aux Américains. Tout à fait. Ce que disent les Palestiniens, c'est qu'ils sont en face d'un gouvernement israélien très extrémiste, le plus extrémiste dans l'histoire d'Israël, et qui ne voit pas une coalition dans laquelle Bennett, Lieberman, Danon font partie, peut arriver à un accord de paix, même avec le minimum que Kerry présente, parce que les Palestiniens pensent que dans la question des frontières, dans la question de l'eau, des réfugiés de Jérusalem, la partie américaine a pris le côté israélien, prend pour le côté israélien, mais en fin de compte, le souci palestinien, c'est de ne pas être montré à nouveau comme l'obstacle devant l'accord de paix. Bien entendu, le président Barack Obama, qui rencontrera M. Abbas le mois prochain, va présenter aussi un paquet d'aides financières aux Palestiniens dans le but d'arracher un accord palestinien, au moins que ces négociations doivent continuer jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, même si ces négociations continuent jusqu'à la fin de l'année, les Palestiniens sont en désaccord avec ce que Kerry présente sur la vallée de Jourdain, sur le statut de Jérusalem, sur les frontières et plus important, sur l'identité de l'État d'Israël. Est-ce qu'ils vont reconnaître l'État juif? Ça veut dire quoi, cette politique du non des Palestiniens? Ça veut dire que l'accord cadre ne va pas être accepté côté palestinien? Non, l'accord cadre va être accepté. Les Palestiniens
Palestiniens n'ont pas vraiment le choix. Comme les Américains jouent avec les Israéliens le bâton et la carotte, le boycott européen avec l'aide américaine pour Israël en ce qui concerne l'Iran, à nouveau ici on voit cette équation aide financière pour avoir un oui palestinien aux grandes questions. Abu Mazen, on n'entend pas ça dans la presse, mais envisage une forte pression des Palestiniens, du Fatah notamment, de ne pas lâcher sur ces grandes questions. Le statut de Jérusalem, Beth Hanina qui est à 2-3 km de Ramallah. Comment est-ce que Kerry... Alors, on revient sur cette information. Kerry aurait proposé la semaine dernière à Mahmoud Abbas à Paris de faire de Beth Hanina une banlieue de Jérusalem, la capitale palestinienne. Abbas serait sorti furieux de cet entretien. Vous comprenez sa colère? Je comprends tout à fait sa colère, surtout qu'il faut souvenir d'une chose. Les propositions qui ont été refusées par Arafat peuvent pas être acceptées par le président Abbas. Ça, c'est la ligne rouge des Palestiniens et ça, c'est la ligne rouge de Abu Mazen. Abu Mazen ne veut pas être présenté dans l'histoire palestinienne comme celui qui a cédé à la place où Arafat n'a pas accepté de faire cela. Mais les Palestiniens, ils savent qu'on parle intérim, on parle temporaire. Est-ce que Beth Hanina, dans 6-7 mois, sera élargi pour couvrir d'autres parts de Jérusalem-Est? Qu'est-ce qu'entend M. Kerry quand il dit qu'il comprend que les Palestiniens ont des ambitions à Jérusalem? Est-ce que ça, on parlera de nouveau de l'Orient House qui est au milieu du centre de Jérusalem-Est, ou est-ce qu'on va rester à quelques années sur Beth Hanina et rien ne va pas changer? Pareil pour la question de la vallée Jourdain, pareil pour la question de l'eau et des frontières. Et parlons pas aussi du grand bloc de réfugiés qui est très délicat pour M. Abbas. Ça veut dire qu'une fois encore, on est très loin d'un accord de paix qui n'arrivera sans doute jamais. À moins que le président américain va imposer un accord en Israël. Ce que j'entends des Palestiniens, c'est que dans les négociations, dans la partie non officielle des négociations, les Américains ont lancé cette possibilité qu'il y aura un reshuffle au sein du gouvernement israélien, un changement au sein du gouvernement israélien, et qu'il vaut mieux que les Palestiniens, pour le moment, ne soient pas présentés comme ceux qui ont fait exploser tous ces efforts, et que d'ici l'été, il peut se faire qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël avec lequel les Américains et les Palestiniens pourront continuer ce trajet. Michel Guilka, c'est ça la seule solution pour faire avancer la paix, c'est changer de gouvernement en Israël? Vous savez, d'abord, c'est un reflet de la réalité, hein, ce que dit Waquette. Pour le moment, j'ai rien à rajouter et j'ai rien à redire. Hein. Non, ce qu'il y a, c'est que d'abord, dans la constellation que vous présentez, d'abord, il faut espérer que les Américains vont rester la puissance qu'ils sont. Parce que pour le moment, les Palestiniens et les Israéliens sont prêts à écouter les Américains. Mais ça, c'est tant qu'ils sont la puissance qu'ils sont. Et je pense que c'est l'intérêt des deux parties. C'est que ce soit les Américains qui, finalement, servent de ciment, même s'ils ont pris des positions, des fois, plus pro-israéliennes. Et même si maintenant Kerry, il exerce beaucoup plus de pression avec Obama sur Israël que ne l'ont fait les gouvernements Bush et les gouvernements américains d'avant. On a la chance que c'est l'Amérique, qu'on n'est pas aux mains de la Chine ou de la Russie. Et j'espère qu'on va arriver à un accord. Mais c'est sûr que c'est très délicat. Mais quand il commencera à y avoir des avancées, ça ouvrira la porte aux autres. J'ai l'impression qu'il y a une politique progressive qui doit se faire et que les points sur lesquels on peut s'entendre, il faut essayer de les concrétiser et après de commencer à faire face aux points qui sont les points de désaccord. Juste concrétiser, la grande question des Palestiniens, c'est concrétiser et le calendrier, concrétiser les ambitions palestiniennes à Jérusalem, mais est-ce que ces ambitions vont être limitées à Beth Hanina, ou est-ce qu'on peut envisager que les Palestiniens pourront exercer une certaine souveraineté dans d'autres parties de Jérusalem? Quelles concessions sont prêts à faire les Palestiniens sous Mahmoud Abbas, en tout cas? Déjà, les Palestiniens comprennent très bien que les 3 grands blocs de colonies israéliennes feront partie de toute autre solution. Ils comprennent très bien qu'ils ne pourront pas avoir 100% de Jérusalem-Est et non plus 100% des frontières, même dans les cas des corrections de frontières. Les grandes concessions sont surtout dans ce qui est réfugiés et État juif, que j'entends
certaines sources palestiniennes qui disent que si jamais on reçoit ce qu'on demande concernant Jérusalem, concernant l'eau et les frontières, on sera prêt à reconsidérer cette demande de reconnaître Israël comme l'État juif. Il ne faut pas oublier que Abou Mazen n'est pas seulement le président de l'autorité palestinienne. Abou Mazen, il est le chef de l'OLP. En tant que chef de l'OLP, cette reconnaissance en Israël comme l'État juif, elle a des conséquences sur le statut des Arabes qui vivent en Israël. Et Abou Mazen prend ça aussi en compte en tant que chef de l'OLP. Restez avec nous, Ali Waked, restez avec nous, Michel, pour l'heure. C'est le rappel des grands titres de ce vendredi. Une délégation de 30 personnes, dont 4 conseillers personnels, une conseillère même pour son épouse, une dizaine de rencontres prévues, dont une avec le président américain et un discours devant le lobby juif américain AIPAC. C'est à partir de ce dimanche que Binyamin Netanyahou s'envolera vers les États-Unis pour une visite officielle de 6 jours. La police israélienne en alerte ce matin sur le mont du Temple. L'accès des fidèles musulmans va être limité ce matin, craignant de nouveaux débordements à la sortie des prières du vendredi. Cette décision intervient après les affrontements de mardi entre policiers israéliens et manifestants palestiniens dans le cadre, je vous le rappelle, d'un débat controversé à la Knesset sur la souveraineté de ce site sacré pour l'islam et le judaïsme. Enfin, la crise ukrainienne semble loin d'être terminée. Les violences se sont déplacées en Crimée. Des hommes armés ont pénétré cette nuit dans l'aéroport de Simferopol, quelques heures après qu'un commando pro-russe ait pris possession du Parlement local. À noter que le président déchu, Viktor Yanukovych, doit s'exprimer dans la journée depuis la Russie qui lui a accordé sa protection. Et on poursuit avec l'actualité de la semaine, vue par vous, Michel, et vos dessins de presse. Alors on commence précisément par cette actualité ukrainienne depuis une semaine. C'est le bouleversement le plus total dans le pays. C'est la guerre de sécession qui est en train de s'installer. On voit vraiment le conflit maintenant qui s'installe entre la partie russe et la partie européenne de l'Ukraine. D'ailleurs, il suffit de voir la carte. Elle est vraiment divisée en deux par le Dniepr. Et puis bon, évidemment, il y a le retour, ou en tout cas la libération de Yulia Tymoshenko de prison, qui a été un symbole de son pays. Bon, c'est vrai, elle a été condamnée à 7 ans de prison pour des magouilles, une oligarque du gaz, il faut aussi le rappeler. Mais d'un autre côté, elle est le symbole d'un changement. Mais justement, ce changement, maintenant, voilà, il y a des drapeaux russes en Crimée sur des bâtiments publics qui ont été saisis par... il faut savoir par qui exactement, et voir dans quel sens ça va aller. Et en définitive... il y a un grand bras de fer qui se fait entre Poutine et l'Europe, là. Et c'est les Ukrainiens qui sont en train de payer la note. Alors voilà, donc on suit ça. Vous savez, c'est un peu comme dans les printemps arabes. Là, on est dans l'hiver ukrainien, c'est pas le printemps arabe. Et on était tous, nous, ici et dans le monde occidental, dans l'attente de l'installation d'une démocratie. Mais c'est pas si simple que ça. Et on voit que, bon, d'abord, Yanukovych avait disparu. Maintenant, il a reçu un asile politique en Russie. Ça veut quand même dire beaucoup. Il avait quand même fait un choix. Il avait choisi la Russie. Il avait dit non à l'Europe, d'une certaine façon. Mais j'ai vu un rappel hier sur le site du journal Le Monde très intéressant de l'histoire de l'Ukraine. Et l'Ukraine a tout le temps été déchirée, justement, entre la partie européenne et la partie russe et puis soviétique. Et en définitive, voilà, maintenant, ce n'est que l'expression de cette fracture interne. Et il faut espérer que ça ne va pas se développer dans une guerre civile, parce que ça n'a pas très bien commencé. Voilà, reste à savoir aussi quelle sera la réaction de Poutine. Et puis moi, étant donné qu'il y a quand même ce visage de Yulia qui est très connu, avec sa tresse. Alors j'ai décidé de la faire s'échapper d'une prison en se servant de la tresse comme d'une corde. J'ai trouvé que c'était une manière un peu de prendre... d'une façon un peu légère, cette situation qui est très explosive, très explosive comme situation. Voilà, autre situation explosive, c'est une loi discriminatoire en Ouganda qui a été acceptée par le Parlement, promulguée ce lundi. Elle durcit la répression de l'homosexualité et oblige même à dénoncer les homosexuels. Absolument. Michel Taubman en a très bien parlé précédemment sur ce plateau pour justement faire bien la différence entre l'intolérance d'un côté et puis la législation dans d'autres pays. Mais bon, c'est quand même il a eu son discours est un discours homophobe primaire. C'est vraiment quelque chose, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu ça dans le monde. Et j'ai cette liste noire qui paraît dans ce tabloïd Red Pepper, est quand même... La liste des 200 homosexuels du pays. Voilà, et qui est assez significative d'une atmosphère de chasse aux sorcières qui risque de commencer. Et donc c'est pour ça
que j'ai dessiné. Alors, Yoweri Museveni, c'est pas facile de se souvenir de ce nom. Je l'ai dessiné en sorcier, puisqu'il fait la chasse aux sorcières. Et il a une petite statuette d'homosexuel qu'il est en train de piquer avec ses aiguilles vaudou. Il a une liste noire accrochée aux dents de requin qu'il a sur la poitrine. C'est pas très gentil comme caricature pour lui, mais quand même, ses déclarations sont très inquiétantes. Voilà, quand on pense que le pape, d'accord, qui n'est pas le moindre des personnages aujourd'hui sur Terre, a une attitude beaucoup plus tolérante vis-à-vis de ça. Justement, on se souvient très bien de sa réflexion. Qui suis-je pour les juger ? On n'avait jamais entendu ça d'un pape dans l'Église catholique chrétienne. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Autre titre qui vous a marqué cette semaine, c'est la situation au Venezuela et ces manifestations qui ont duré et duré et duré. Peut-être une sortie de crise possible désormais. Peut-être. Écoutez, en tout cas, ce qui m'a inquiété personnellement, c'est que j'ai une collègue qui est une très bonne amie, qui dessine là-bas, qui a dessiné sous Chavez pendant des années. Elle s'appelle Mayra, elle signe Mayra. Et elle a eu, pendant des années, elle a été la cible des opposants, elle a été la cible de Chavez. Deux des trois journaux dans lesquels elle travaillait ont été fermés pendant qu'elle dessinait. Elle a eu l'interdiction de dessiner Chavez dans ses dessins. Donc je vois que Maduro, qui a repris les rênes, pourquoi dans les dictateurs qu'on s'imagine peut-être plus modérés que leurs prédécesseurs, finalement, veulent montrer qu'ils sont pires. Voilà, alors il y a peut-être une sortie de crise. Lui, le personnage dessiné, c'est Leopoldo López, qui est le dirigeant de l'opposition, qui a été emprisonné. Juste parce qu'il est opposant, et on va voir si la sortie de crise il y aura. Alors retour en Israël, où la semaine a été marquée par la visite en grande pompe d'Angela Merkel et une photo prise au cours d'une conférence de presse qui a fait beaucoup de bruit. Alors écoutez, j'ai décidé de ne pas dessiner sur cette photo. J'ai trouvé que c'était trop facile. Et c'est vrai que le photographe qu'il a envoyé avec les photos qu'il a prises pensait que ça allait être un peu comique. Et finalement, ça fait un buzz incroyable. Vous avez entendu parler de cette photo donc de Netanyahou qui tend le doigt et ça fait une moustache à Merkel. C'est un peu facile, j'ai trouvé. Moi, je ne fais pas de l'humour avec ça. Par contre, quand sa visite a commencé, vu qu'elle est arrivée avec ses béquilles, j'ai décidé de mettre Bibi sur ses épaules parce qu'en fait, en définitive, elle était là, en grande pompe. On n'a même pas entendu parler finalement des grandes décisions, des choses importantes qui se sont dites. Ça a été un peu comme une espèce de visite hygiénique pour l'assainissement des rapports d'un côté et surtout de l'autre côté pour que Bibi montre que tout va bien en Israël et qu'on a le soutien de l'Allemagne. Sur le dessin du marathon de Tel Aviv qui se tient en ce moment même et qui a paralysé la ville, on va le voir pour finir. Ça passe sous nos fenêtres, là on est en train de parler, sous nos fenêtres, on a vu les coureurs. Mais ça, c'est le marathon de New York que j'ai dessiné il y a quelques années. Mais c'est plus ou moins l'ambiance dans la ville. Vous savez, Tel Aviv en ce moment. Merci à tous les deux. 36 000 coureurs. On se retrouve après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On poursuit par ces bruits de bottes russes en Ukraine. Moscou renforce sa pression en ordonnant la tenue de manœuvres militaires à la frontière en Crimée. Après le Parlement, c'est l'aéroport qui a été pris d'assaut cette nuit par des hommes armés. En attendant, à Kiev, on a nommé un nouveau gouvernement. On fait de l'ordre en images. Viktor Yanukovych sort de son silence. Il estime être toujours président et considère comme illégitimes les décisions du Parlement. Il demande aussi à la Russie d'assurer sa sécurité. Moscou a accédé à cette requête. Si les manifestants ont obtenu au bout de 3 mois d'intenses protestations la destitution du président Yanukovych et la formation d'un gouvernement de transition, pour certains, la situation est inacceptable. En Crimée, dans le sud-est du pays, on dénonce un pouvoir arbitraire. Dans cette république partiellement autonome russophone, la contestation gronde. Des hommes armés ont pris le contrôle du Parlement et y ont tissé le drapeau russe. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons juste été témoins de la prise de contrôle du bâtiment. Environ 30 hommes armés sont entrés à l'intérieur. Ils ont pris le contrôle du bâtiment en jetant les policiers dehors. Les pays européens craignent une partition du pays entre l'Est pro-russe et l'Ouest. L'OTAN aussi s'inquiète de l'évolution de la situation. La Crimée héberge la flotte russe de la mer Noire. Et la Russie a même annoncé avoir mis en alerte certaines de ses troupes. Mon message est le suivant.
Pas de soldats sur notre sol. Le ministère ukrainien de la Défense et la sécurité intérieure sont parfaitement capables de faire leur travail. Et nous sommes persuadés que nous finirons par trouver une solution politique. Le gouvernement ukrainien de transition redoute une agression militaire et se dit prêt à défendre l'intégrité du territoire. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Konstantin Sigov. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Kiev. Est-ce que, selon vous, la Russie va intervenir militairement en Ukraine ? Écoutez, nous croyons surtout pas. Nous croyons que la bonne raison prendra quand même la vraie place et que cette folie militaire va s'arrêter très très prochainement. Mais il est vrai que le risque est grave d'une confrontation violente, comme ça a été le cas à Kiev. Donc nous redoutons beaucoup qu'il n'y a plus de morts en Ukraine. Alors pourquoi Moscou a décidé de faire cette démonstration de force en ordonnant ces manœuvres militaires à la frontière? Qu'est-ce que Poutine cherche à prouver? Écoutez, ce n'est pas évidemment avec le bon sens d'expliquer une logique, je dirais, déraisonnée, mais probablement, et c'est très difficile à avaler cette situation en Ukraine, la perte de cette bataille, mais il faut sortir de la logique vainqueur-vaincu, il faut assumer une vraie partenariat et un bon voisinage. Maintenant, c'est à la communauté internationale d'aider au Kremlin à revenir à bon sens. Poutine estime qu'il a désormais perdu la bataille de l'Ukraine? Écoutez, à Kiev sûrement, mais pour ce qui concerne la totalité du territoire d'Ukraine, il faut tout simplement revenir à l'accord signé par la Russie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Ukraine il y a exactement 20 ans à Budapest. Alors précisément, parlons du reste de l'Ukraine. Cette mobilisation de ces hommes armés en Crimée qui ont pris d'assaut le Parlement et cette nuit l'aéroport, est-ce qu'on peut imaginer désormais une partition de l'Ukraine? C'est un vent séparatiste qui souffle sur le pays? Non, je pense que au-delà de cet accord fondamental au moment que l'Ukraine a renoncé à l'armée nucléaire, il y a aussi un facteur majeur que quand même en Ukraine, il y a des milliers de Tatars de la Crimée qui sont tout à fait déterminés à défendre l'Ukraine indépendante et intègre. Et toucher ça, ça veut dire toucher aussi tous les musulmans en Russie même, en Moscou même, et donc ça peut déclencher un conflit interne à la Russie, sans parler de tensions internationales. Qui sont ces hommes armés mobilisés en Crimée? Écoutez, c'est très très étrange. Évidemment, vu le tricolore qui est affiché, évidemment, c'est lié avec le pays représenté par ce tricolore, mais la nature même de leur armement, la nature de leur décisions, évidemment, pour le moment, ça reste très caché. Konstantin Sigov, professeur de philosophie à l'université de Kiev, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et nous sommes le vendredi 28 février. Voici les grands titres de l'actualité. Une délégation de 30 personnes, dont 4 conseillers personnels, une conseillère même pour son épouse, une dizaine de rencontres prévues, dont une avec le président Obama et un discours devant le lobby juif américain AIPAC. C'est à partir de ce dimanche que Benjamin Netanyahou s'envolera vers les États-Unis pour une visite officielle de 6 jours. La police israélienne est en alerte ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem. L'accès des fidèles musulmans a été limité. La police craint en effet de nouveaux débordements à la sortie des prières du vendredi. C'est une décision qui intervient, je vous le rappelle, après les affrontements de mardi entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Enfin, on vient de l'évoquer, la crise ukrainienne semble loin d'être terminée. Les violences se sont déplacées en Crimée. Des hommes armés ont pénétré cette nuit dans l'aéroport de Simferopol, quelques heures après qu'un commando pro-russe ait pris possession du Parlement local. À noter que le président déchu, Viktor Yanukovych, doit s'exprimer dans la journée depuis la Russie, qui lui a accordé, je vous le rappelle, sa protection.
parle musique et opéra présent dans le Morning. Mozart à Saint-Jean-d'Acre, c'est le nouveau projet de l'Opéra d'Israël. Alors jusqu'à aujourd'hui, ces grands concerts avaient lieu à Masada. Désormais, ils ont changé d'adresse. Regardez le reportage. En descendant le vieil escalier qui mène à Saint-Jean-d'Acre, chaque marche représente un millier d'années de civilisation. Considérée comme la ville la plus diversifiée d'Israël, avec une histoire qui remonte au temps des croisades, Saint-Jean-d'Acre offre un cadre idéal pour les événements culturels et les performances artistiques. Cette année, l'Opéra d'Israël vient apporter une petite touche supplémentaire à la ville, un week-end en l'honneur de Mozart, à l'image du festival de Masada. Nous sommes dans la forteresse des Hospitaliers, l'un des plus beaux sites d'Israël. Elle fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Don Giovanni, le requiem de Mozart et la flûte magique viendront enchanter la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre en avril prochain pour un week-end d'opéra. Don Giovanni, conduit par Frédéric Chasselin, se tiendra sous les étoiles dans la cour des Chevaliers. Daniel Cohen conduira l'œuvre finale de Mozart dans la cour des Croisés et la célèbre flûte magique qui sera jouée en hébreu offrira un parfait avant-goût de l'opéra aux plus jeunes. Nous amenons l'opéra dans ce lieu très spécial pour que le public puisse profiter de son unicité. Je pense qu'en faisant ça, nous avons remporté notre place au paradis. La forteresse des Hospitaliers et les tunnels de la vieille ville, transformés en musée, sont un aimant pour les touristes. Ce printemps, l'exposition Living History va redonner vie au château des Croisés. Les visiteurs pourront assister à des spectacles médiévaux, acteurs, musiciens et combats d'épée compris. Des représentations qui seront précédées de somptueux festins dans la forteresse des Chevaliers. La magie de la vieille ville sera-t-elle à la hauteur de celle de Masada? L'Opéra d'Israël semble en être persuadé. Voilà, et de l'opéra, on passe au cinéma. Présent avec vous, Laura Duhamel. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les vendredis, vous venez nous parler d'un coin d'Afrique. Et cette semaine, on parle donc de cinéma africain avec un festival où les femmes sont à l'honneur. Tout à fait, oui. Les femmes africaines sont mises à l'honneur par le plus grand festival du cinéma africain, le FESPACO. Le FESPACO se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et cette année, eh bien, ce festival organise les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, du 3 au 7 mars. C'est donc l'occasion de voir, de revoir ou de découvrir les talents féminins africains. Alors parlons justement de ces femmes mises à l'honneur dans ce festival. Alors elles sont de plus en plus nombreuses, mais elles sont encore peu visibles et seule une poignée a acquis aujourd'hui une renommée internationale. Faisons un peu d'histoire. Alors 1972, c'est l'année qui symbolise le début d'un cinéma de femmes en Afrique avec Sambi Zanga. Sambi Zanga, c'est un film de référence. Sarah Maldoror raconte la révolte des Angolais contre les colons portugais. Sarah est une pionnière, si ce n'est la pionnière du cinéma africain féminin. Il lui tient à cœur de retracer son histoire grâce au 7e art. Pour elle, c'est aux Africains de défendre leur propre cause. Sambi Zanga, c'est donc un film qui conjugue esthétique et militantisme. D'ailleurs, toute l'œuvre de Sarah illustre les luttes de libération en Afrique. Alors, autre film de référence réalisé en 1972 et qui marque le début d'une production féminine en Afrique, La Passante de la Sénégalaise Safi Faye. C'est un court-métrage qui traite, lui, de sexisme. Ce sont donc, si on comprend bien, des femmes plutôt engagées pour ce cinéma féminin en Afrique. Tout à fait, mais alors elles ne sont pas toutes engagées uniquement en matière de politique. Les femmes cinéastes se distinguent des hommes, finalement par une très forte volonté de témoigner et de rendre compte de leur culture. L'engagement est donc toujours présent, mais parfois sur d'autres terrains. Fanta Regina Nakro, par exemple, qui est née au Burkina Faso, elle se concentre, elle, sur des sujets de société. Elle s'intéresse au couple, à la sexualité. Son premier grand succès s'appelle Bintou. Elle y raconte le combat d'une femme africaine qui veut travailler à tout prix et qui veut être indépendante. Combat qui se révèle en fait être celui de sa propre mère. Autre cinéaste très engagée, Oswald Lewat. Oswald Lewat, elle est franco-camerounaise et elle réalise des documentaires très forts, notamment Au-delà de la peine qui date de 2003. C'est le portrait d'un prisonnier qui a été condamné à 4 ans de prison, mais qui fut abandonné dans les geôles du Cameroun pendant près de 33 ans. Écoutez-la. Je m'appelle Oswald Lewat, je suis camerounaise et je fais des documentaires depuis 7 ans.
Je m'intéresse à des sujets, on va dire, engagés, notamment à l'injustice, à la pauvreté et à la question des femmes. Dans mon travail, j'essaye de donner la voix à ceux qui n'ont pas souvent l'occasion de parler, et puis aussi de montrer toutes les difficultés que les gens peuvent rencontrer sans avoir pour autant les moyens de se faire entendre par un gouvernement ou les autorités publiques. Au début, je voulais faire des films d'abord pour les gens de mon pays, pour des Camerounais, parce qu'il y a très peu de films qui sont faits au Cameroun. Le cinéma est moribond au Cameroun. Et puis aujourd'hui, je veux faire des films pour le monde entier et apporter ma contribution en tant que cinéaste, en tant qu'Africaine, en tant que Camerounaise au monde. Alors, de manière générale, Laura, est-ce que la place des femmes dans le cinéma africain est acquise aujourd'hui ? Alors évidemment, elle varie selon les pays, selon la volonté politique de promouvoir le cinéma. Tout comme on ne peut pas parler finalement de cinéma européen, il est difficile de parler de cinéma africain tant il est divers. Ce qui est sûr, c'est que ces femmes réalisatrices souffrent de ce déséquilibre des sexes dans un continent où la place de la femme justement n'est pas derrière une caméra. Elles ont donc beaucoup plus de difficultés à faire financer leurs projets. Est-ce que cette difficulté à émerger est liée aussi à la jeunesse du cinéma africain qui est finalement neuf ? Oui, tout à fait. Alors le paradoxe, c'est que l'Afrique est partout dans le cinéma. On peut citer Out of Africa, Les Caprices d'un fleuve, Blood Diamond et j'en passe d'ailleurs. Mais le cinéma africain en tant que tel, le vrai cinéma africain, celui qui est réalisé par des cinéastes africains, lui, il est encore sous-représenté. Et la spécificité du cinéma africain, outre sa diversité dont je parlais, c'est sa jeunesse. Il a émergé avec la décolonisation, donc avant les années 50-60. Ce n'était pas la parole de l'Afrique, mais ça c'est quelque chose qui est en train de changer, notamment grâce aux nombreux festivals. Et d'ailleurs, après Hollywood et Bollywood, il faut aujourd'hui compter avec Nollywood, le Nollywood nigérien, le Nigeria, où près de 2000 films sont produits chaque année dans ce pays. Ce sont des films africains ou des films étrangers qui viennent être tournés au Nigeria ? Non, ce sont des films nigériens et il y a une telle quantité de films produits qu'on parle de Nollywood. Alors, ce n'est pas un cinéma de grande qualité, ce n'est pas un cinéma d'auteur, mais ce sont des grosses productions qui font leur chemin. Alors, quels sont les grands succès féminins africains, si on devait retenir comme ça quelques noms ? Alors, il serait impossible de les citer tous ici, mais j'aimerais quand même en citer une, Diana Gaye. Diana Gaye, c'est une jeune cinéaste. Elle est franco-sénégalaise. Elle a reçu de nombreux prix. Elle est à cheval entre ces deux cultures et elle a choisi le cinéma comme moyen d'expression. Voici un extrait de Deweneti. Regardez l'histoire de ce petit garçon qui mendie dans les rues de Dakar au Sénégal et qui vient enfin de trouver un moyen plutôt original de remercier tous ceux qui l'ont aidé un jour. Sëriñ man daal dama bëgg nga dimbali ma rek bindal ma benn lettre. waaw loolu mën naa nekk waaw yow koy bind sax te ku la koy jàngal. man daal dama bëgg nga dimbali bindal benn lettre ma yónnee ko penn. Voilà pour ce film, le festival, on le rappelle, les dates, le lieu ? 3 au 7 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci beaucoup Laura d'être venue nous en parler ce matin. À suivre dans le Morning, on parlera des conférences TED, vous les connaissez peut-être. Ce sont des conférences qui ont pour vocation de diffuser des idées tout simplement. Un concept extraordinairement intelligent. Ce sera juste après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning sur i24 News. Merci de démarrer votre journée avec nous. Et comme tous les vendredis, on parle culture avec vous, Marie Chek. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on parle cette semaine de 2 expos en Israël. La première au musée d'Israël, ça s'appelle Fragments du corps. Et puis la deuxième, c'est un peu son antithèse au musée de Petah Tikva. Et elle est baptisée Mesure contre mesure. Alors, d'abord, un mot de votre choix. C'est l'art concret face à l'art abstrait. C'est ce que vous avez voulu nous montrer ce matin.
Oui, j'ai voulu parler de deux approches comme ça. Ceux qui aiment l'art abstrait seront contents et ceux qui aiment l'art réaliste le seront aussi. Donc voilà, j'ai voulu aborder le public. Et comme je sais que souvent les gens, la majorité des gens préfèrent l'art figuratif, ou même si on voit un fragment de corps, que ce soit un pied, une main, à travers depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on se reconnaît plus dans quelque chose qu'on croit connaître, qu'on est censé connaître, même s'il est Identifier, absurde, reconnaître. même s'il est absurde, même si on reconnaît c'est Man Ray qui a fait une allusion à la sculpture grecque romaine, mais il a voulu mettre un corset, mais un corset au XXe siècle, un peu dadaïste, un peu humoriste. Donc je pense que c'est une expo qui devrait parler à tous les âges, à tous les gens, 200 œuvres conjuguées dans un seul espace, que ce soit des objets, des annulets, des objets de rite, ou ces yeux-là de Hila Louloulin, une artiste israélienne. J'ai pas pensé du tout à Fête contre le mauvais œil, mais on me l'a dit en le voyant. Ah, ça, avec ça, après qu'on voit ça... Ou Big Brother is watching you. Oui, tout à fait. L'œil est vraiment un élément assez principal dans le corps d'une personne, de toutes les façons. Mais ici, elle en a mis, je sais pas, quelques centaines dans un mur énorme. Et on rentre dans un espace qui est un peu presque menaçant, mais aussi très humoristique. Je pense que l'art, un bon art, c'est un art qui reflète une société, mais qui fait allusion à aussi un peu de comique. Là, nous avons Robert Gover, un artiste américain, qui a pris un pied avec ses cheveux. Il les a collés, c'est ses vrais cheveux sur ses vrais poils, excusez-moi, sur sa jambe. C'est sa vraie chaussure. C'est pas son vrai pied. Et donc un fragment du corps, comme si que vous étiez dans l'espace et tout à coup il y a quelqu'un qui vous aborde un peu à la Hitchcock. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec cette idée-là du corps. Pour dire il y a quelque chose d'un peu effrayant dans cette jambe, dans ses yeux. Pourquoi ces fragments de corps nous effrayent Parce que je pense que c'est, comme je vous dis, tout le temps s'est occupé du corps humain, mais au XXe siècle, avec tout ce qui s'est passé dans le XXe siècle, on a une connotation à un corps fragmenté. Il y a eu tellement de tragédies, il y a eu tellement de guerres, il y a eu tellement de génocides. Je pense que Linda Nochlin, une grande psychanalyste, écrivain américaine, a dit qu'on est dans le siècle des fragmentés. C'est-à-dire que souvent, on a mal là, on est beaucoup plus... C'est comme si on était plus conscient. C'est comme si on parlait beaucoup plus. Et l'histoire de l'art reflétant cette société un peu avec un malaise. On n'est jamais vraiment sûr avec l'art contemporain. C'est pour ça que les gens ont un peu peur de l'approcher. Alors, cette expo au musée d'Israël, on l'a dit, elle balaye toutes les périodes, depuis la romantique jusqu'à nos jours. La préhistoire, en fait. Alors, ça va même encore plus loin, jusqu'à aujourd'hui. Et la façon dont le corps est représenté dans l'art, est-ce que, si on va à cette expo, on comprend l'évolution de l'art, mais également l'évolution de nos sociétés ? Tout à fait. On ne la comprend pas parce qu'il faudrait il faudrait 10 musées pour comprendre qui on est, où on va, mais c'est une sorte de... On touche un peu, on fait un voyage au fil des temps, et dans la connotation sociale et politique, et dans la connotation, ceux qui aiment être préservés, ils n'ont qu'à aller dans l'endroit où il y a les Romains, où là, nous avons Hans Bellmer, un artiste absolument génial. J'adore cette œuvre d'art. Oui, des années 30. Alors, il a pris les poitrines, disons, d'une femme, mais ça pourrait être autre chose chez les hommes. Et voilà, il en a fait une humoristique à la femme, mais en fait, c'est très sexy. Et lui-même s'est souvent déguisé en tant que femme. Il avait une obsession avec les femmes, et toutes les photos qu'il a fait, on le voit déguisé en femme assez perverse. Donc il y a une approche aussi malaise, mais on sourit en même temps. Donc Bellmer reflète très bien la société, surtout des années 20, 30, 40, entre les deux guerres, où on n'est pas très sûr. Ouais. Alors voilà pour cette expo donc, au musée d'Israël. On passe à l'autre expo que vous nous présentez ce matin au musée de Petah Tikva. Là, on est plutôt dans l'abstrait. Ça s'appelle Mesure contre mesure. C'est l'abstrait et pas l'abstrait. C'est une autre approche. Là, on a droit au musée de Petah Tikva à une exposition de jeunes artistes, vraiment jeunes. Ils ont 30 ans. Et comme même la photo, on la connaît tous par cœur, ils essayent d'approcher ou de créer des photos de nouvelles formes, sous nouvelles formes. Donc ça devient sculptural. Donc ces photos, à la base, jouent avec l'espace et la perspective d'un